En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. En cette année d'élection présidentielle, pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Tristan Banon et Sabine Procoris. Toutes deux féministes, nos deux invités portent un regard nuancé sur la révolution MeToo. Tristan Banon est écrivain et chroniqueuse. Elle a publié La paix des sexes aux éditions de l'Observatoire. Celle qui avait porté plainte contre DSK se réjouit de la libération de la parole des femmes, mais refuse que ces dernières soient enfermées dans un statut de victime et que tous les hommes deviennent des boucs émissaires. Psychanalyste et philosophe, Sabine Procoris est auteure du Mirage MeToo aux éditions Le Cherche Midi. Pour elle, le mouvement MeToo n'est pas une bonne nouvelle, ni pour les femmes, ni pour les féministes, ni pour la société tout entière. Alors que Johnny Depp est sorti vainqueur de son très médiatique procès en diffamation contre son ex-femme Amber Heard qui l'accusait de maltraitance, nous nous demanderons si nous vivons le début de la fin de l'illusion MeToo. Le verdict signifie-t-il que la parole des femmes n'est plus intouchable ? Faut-il s'en réjouir ou le déplorer ? Après MeToo, l'affaire Johnny Depp-Amber Heard marque-t-elle le commencement de la guerre des sexes ? Tout de suite, les réponses de Tristan Banon et Sabine Procoris en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Tristan Banon, Sabine Procoris, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Tristan Banon, vous êtes écrivaine et chroniqueuse, auteur. Ça commence, je parle en écriture inclusive. Déjà maintenant. que je suis pas fan de auteureux, mais alors auteuse. Auteur de La paix des sexes aux éditions de l'Observatoire. Le monde entier s'est passionné pour le procès intenté par Johnny Depp à son ex-femme Amber Heard. Celle-ci l'avait accusée de violence conjugale. Elle a finalement été lourdement condamnée pour avoir attenté à la réputation de l'acteur. Avez-vous suivi ce procès et qu'est-ce que cela vous inspire ? Alors, est-ce que j'ai suivi le procès ? À vrai dire, non. Depuis, je me suis rattrapée, mais j'avoue que la vie de Amber Heard et de Johnny Depp m'intéressait très, très, très moyennement et franchement, je savais qu'il se passait quelque chose, mais je ne m'étais pas penchée sur la question. J'ai commencé à m'y pencher quand j'ai vu le rendu le jugement et que j'ai vu fleurir sur Internet tout un tas de messages disant « Amber Heard, quoi qu'il arrive, on te croit, tu es une victime ». Et là, ça m'a posé un vrai problème puisqu'il y a eu un jugement qui fait de Amber Heard, en tout cas dans cette affaire-là, quelqu'un qui a menti et qu'il y a à ce moment-là une vox populi, il y a un mouvement qui dit à sa façon, on se fout complètement du jugement du tribunal, nous on décide que étant femme, elle est victime, donc elle est innocente, et lui, étant homme, est coupable. Donc j'ai commencé à m'intéresser un peu à l'affaire, j'ai vu les arguments des uns des autres, dont nombreuses féministes très extrémistes qui disaient « oui, mais il ne faut pas oublier que lui aussi a été accusé ». Je me suis aperçue qu'effectivement, il a été condamné, pour diffamation aussi, mais de manière beaucoup moins importante qu'elle. Ça n'est même pas que ça, c'est pas qu'une histoire de montant. Il a été condamné pour diffamation via les propos tenus par son avocat. Ce ne sont même pas des propos qu'il a tenus. Voilà, ce ne sont même pas des propos qu'il a tenus lui-même, mais l'avocat parlant au nom de son client, c'est normal qu'il en réponde. Et l'avocat a dit quoi ? Il a dit qu'il y avait complot et machination, là où s'il avait juste dit qu'il y avait mensonge, il n'y aurait pas condamnation. Voilà, juste petite parenthèse. Donc, je me suis dit qu'il se passait quand même quelque chose qui posait problème et c'est ce qui explique que j'ai accepté votre invitation. Merci d'avoir accepté. Sabine Procoris, vous êtes philosophe et psychanalyste, auteur du Mirage MeToo, c'est paru aux éditions Le Cherche Midi. Est-ce que ce procès marque malgré tout, par son verdict, la fin du Mirage MeToo, comme vous le dites, qui avait érigé la parole des femmes en totem indéboulonnable ? Je ne pense pas qu'on puisse absolument dire cela. Je suis tout à fait de votre avis sur. Moi non plus, je n'ai pas suivi ça de près parce que ça m'intéressait pas beaucoup la vie. Enfin, cet étalage ne m'intéressait pas. En même temps, en tant que tel, il est un symptôme évidemment de quelque chose. Peut-être qu'on en parlera. D'autre part, ils ont été renvoyés plus ou moins dos à dos sur la question de la diffamation, mais en même temps, c'est bien Amber Heard qui a été condamnée sévèrement. C'est un procès en diffamation, c'est pas un procès pour violence conjugale, c'est important de le rappeler. Donc évidemment que la question des allégations de violence conjugale intervenait puisqu'il s'agissait de ça. Rappelons quand même que pourquoi Johnny Depp a-t-il fait ce procès ? Parce que Amber Heard, dans une tribune du Washington Post, non seulement l'avait accusé de violence conjugale, mais en plus l'avait fait au nom de MeToo.
et au nom des violences sexistes et sexuelles, sachant que vous les représentantes de toutes les du patriarcat, et de la violence patriarcale, on va dire. Et déjà, confondre le registre de ce qui est sexiste, des discriminations sexistes qui peuvent exister, et le registre des infractions sexuelles ou des violences sexuelles, c'est déjà un problème, une confusion dans MeToo. Donc, est-ce que ça marque la fin de MeToo ou un trouble dans MeToo? Je n'en suis pas certaine. Ce qui m'a inquiétée, si vous voulez, c'est la furie des réactions aussi du côté des hommes, c'est-à-dire l'extrême violence masculiniste, en effet, qui s'est déchaînée aux États-Unis. Ça, c'est inquiétant. Ça, c'est inquiétant. Et rappelez-vous ce qui s'était passé il y a de nombreuses années au Canada, lorsqu'un étudiant, alors là, on pouvait parler en effet de féminicide de façon appropriée, était arrivé dans une salle d'université, avait demandé à tous les hommes de quitter la salle et avait tué toutes les femmes, c'est-à-dire dans sa tête toutes les féministes. Bon, vous voyez, c'est un petit peu inquiétant si on en arrive là. Je préfère la paix des sexes à la guerre des sexes. Alors, en effet, on en parlera dans la dernière partie de l'émission, la guerre des sexes. Ça questionne le « on vous croit » de MeToo, naturellement. Non, mais pour vous répondre, moi, je crois tout au contraire que ça n'est pas du tout... ça n'est pas du tout la fin des excès de MeToo, mais au contraire le début du commencement. Puisqu'en fait, on a vu que précisément là où on aurait pu aller dans la nuance et le discernement, là où les féministes, tout aussi extrémistes soient-elles, auraient pu dire bon, la femme n'est pas toujours une victime et l'homme n'est pas toujours un bourreau de toute éternité. Au contraire, les positions se sont radicalisées, les hommes se sont servis, les hommes qui ont des positions très extrémistes évidemment, se sont servis de cette histoire pour dire la femme est une perverse manipulatrice et nous en sommes les victimes. Et les femmes se sont bizarrement servies de cette histoire pour se radicaliser encore plus en disant la justice est contre nous, le patriarcat est partout et malgré tout Amber Heard est une victime, c'est une femme, on la croit, on te croit. Donc au contraire, on est en plein dedans. Je suis tout à fait de votre avis, oui. Christelle Manon, bien avant l'affaire du Sofitel, vous aviez porté plainte contre DSK et vous n'aviez pas été entendu à l'époque. Est-ce que malgré ces excès, le mouvement MeToo n'a pas eu au moins le mérite de libérer la parole des femmes? Et est-ce que le risque du procès Amber Heard, Johnny Depp, n'est-il pas de décourager les femmes victimes de violences de se tourner vers la justice? En tout cas, c'est ce que disent certaines féministes. Alors, juste parenthèse, je n'avais pas porté plainte, j'avais voulu porter plainte. J'étais allée voir 2 avocats et qui m'en avaient dissuadé. Voilà, fermons la parenthèse, j'ai porté plainte uniquement en 2011. Ce que je pense, mais peut-être que je me trompe, j'ai pas fait d'études sur le sujet, c'est que ce qui dissuade le plus, bizarrement, les femmes d'aller porter plainte, ce sont les féministes extrémistes. Ce sont ces femmes, ce sont ces Caroline de Haas, ce sont ces Sandrine Rousseau qui vont sur les réseaux et qui disent ne portez pas plainte de toute façon, puisqu'on ne vous écoute pas. Ce qui est faux. Ce qui est complètement et particulièrement faux. Évidemment qu'il y a des trous dans la raquette, évidemment qu'il y a des personnes habilitées à prendre votre plainte, qui le font mal, qui ne vous écoutent pas ou qui vous renvoient chez vous, évidemment. Mais l'énorme majorité est formée, alors qu'elle ne l'était pas à mon époque. Aujourd'hui, elle est formée. Chaque force de l'ordre a reçu, je crois que c'est 120 heures de formation sur ces questions-là. La plupart du temps, on fait au contraire très attention aux plaignantes qui viennent dénoncer des violences sexuelles ou qui viennent dénoncer des violences intrafamiliales. Et la réalité est qu'au contraire, il faut absolument aller porter plainte, et même le plus vite possible, parce que plus vous irez porter plainte vite, plus vous aurez d'éléments possibles de preuves, et donc plus vous avez de chances de gagner. Parce qu'il ne faut pas oublier, contrairement à ce que disent beaucoup de féministes très extrémistes, que le fait qu'il y ait aussi peu de condamnations par rapport aux plaintes qui sont déposées n'est pas du tout le fait d'un patriarcat systémique qui veut oppresser les femmes violentées. C'est le fait que ce sont des infractions qui, par essence, sont très difficiles à prouver. Or, la justice ne peut se passer de preuves. Ça n'est pas fait pour être violent envers les femmes, c'est fait pour protéger le citoyen. Si on pouvait mettre en prison pendant 10 ou 20 ans quelqu'un sans preuve, ce serait très inquiétant pour nous tous, à commencer par les femmes, pour leurs maris, pour leurs enfants, pour leurs parents, et pour elles-mêmes d'ailleurs. On ne met pas quelqu'un en prison sans preuve, donc il faut des preuves. Et dans ces affaires-là, ce qui est très compliqué, c'est d'expliquer le non-consentement. Puisqu'il est là le problème, il est dans le non-consentement, parce qu'il peut y avoir des relations, par exemple, sexuelles ultra-violentes, consenties. C'est pas mon trip en ce qui me concerne, mais bon, ça peut arriver. Donc il faut prouver qu'il y a eu un non-consentement, il faut prouver plusieurs choses qui sont précisées par la loi, la surprise, la violence, la contrainte. Donc voilà, c'est
Merci Tristan Banon, merci Sabine Prochorist d'être avec nous sur Sud Radio. Le mouvement MeToo enferme-t-il les femmes dans un statut victimaire et fait-il des hommes des boucs émissaires? Après une courte pause, les réponses de Tristan Banon et Sabine Prochorist en toute vérité sur Sud Radio. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Sabine Prochorist, auteure du Mirage MeToo aux éditions de l'Observatoire. Du Cherche Midi. Du Cherche Midi, pardon. Je confondais avec le livre de Tristan Banon qui est aux éditions de l'Observatoire. Tristan Banon est également avec nous et elle est l'auteure de La paix des sexes. On parle donc du mouvement MeToo. On essaye un peu d'en faire le bilan. On parlait tout à l'heure du procès Amber Heard de Johnny Depp en se demandant si c'était le début de la fin de ce mouvement. Vous m'expliquiez toutes les deux que c'était peut-être le début, qu'on était toujours dans les excès. Est-ce que Sabine Prochorist, malgré les excès, il n'y a pas des choses positives à retirer de ce mouvement? On a l'impression dans votre livre que vous le condamnez en bloc. Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que, comme je l'ai souvent dit, moi, au début du mouvement, j'étais tout à fait partagée sur le mouvement pour plusieurs raisons que j'ai souvent expliquées. D'une part, je considérais qu'en effet, les questions que soulevaient les MeToo étaient des questions tout à fait importantes d'un point de vue féministe, du point de vue de la vie en commun, tout simplement. C'est inacceptable un certain nombre d'abus, d'excès, etc., d'abus envers les femmes, bien sûr. Par ailleurs, mais d'autre part, la manière dont ça s'est enclenché tout de suite m'a tout de même fait avoir quelques réserves. D'une part parce que, et très vite, déjà, les réactions à la tribune dite Tribune de Neuve, c'est-à-dire cette tribune publiée dans Le Monde au mois de janvier 2018, rédigée par Catherine Deneuve, mais signée par Catherine Deneuve, qui commençait par la phrase suivante: le viol est un crime, et qui déroulait un argumentaire opposé, plus qu'hostile d'ailleurs, à ce qui était pris à l'époque comme des excès, en effet, de MeToo, c'est-à-dire les accusations, le déferlement d'accusations publiques sans preuve, et aussi une façon de se positionner justement en tant que femme comme par définition une proie, c'est-à-dire une victime. Donc elle s'inscrivait en faux contre cela, mais les réactions des femmes et des activistes et des femmes envers ces femmes qui avaient signé cette tribune ont été d'une telle violence, y compris envers Catherine Deneuve, qui avait quand même signé le manifeste des 343 femmes ayant avorté en 1971, je crois, me souvenir, qui était de prendre un risque autrement plus considérable, puisqu'elles étaient passibles de prison, tout simplement. Évidemment, on n'a pas à mettre Delphine Seyrig et Catherine Deneuve en prison, mais il y avait des dames lambda, si vous voulez, qui signaient ça. C'est autre chose que de mettre en un clic, moi aussi quoi d'ailleurs. J'ai été violée, on m'a jeté un regard salace dans la rue, un baiser volé, tout ça étant mutualisé comme effet de la culture du viol, c'est-à-dire de l'intention a priori prédatrice de la gent masculine et envers ce qui était par définition de l'autre côté, le genre dominé, si vous voulez, les femmes. Donc d'emblée, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc du coup, je me suis demandé pourquoi est-ce que je suis si mal à l'aise. Évidemment, après, il y a eu l'affaire Enel et tout ce qui s'en est suivi. Et donc, je me suis dit, il faut quand même que j'essaie de comprendre mes réserves. C'est ainsi que je me suis mise au travail et que j'ai déplié, en fait, quoi ? À la fois les pratiques et les logiques intellectuelles qui président à ce mouvement. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que, certes, on peut dire qu'il y a eu un certain nombre d'effets bénéfiques de MeToo parce que d'abord, ça a mis l'accent sur un certain nombre de sujets très importants, ça je ne l'ai jamais nié. Néanmoins, la nature même de la façon dont le mouvement fonctionne, je pense l'avoir démontré, est viciée. Voilà. Donc je dis le contraire de ce qu'on dit d'habitude. D'habitude, on dit, pour celles qui sont mesurées, c'est formidable la révolution MeToo, mais évidemment, malheureusement, il y a quelques excès. Moi, je dis, non, c'est fondamentalement vicié dans ses logiques, mais il y a certains effets bénéfiques sans doute. Par ailleurs, j'ajouterais qu'il y a des effets bénéfiques, mais il y a aussi, pas seulement pour les hommes, mais pour les jeunes générations, des effets tout à fait délétères, notamment une paranoïa sexuelle qui s'installe et que je constate, moi, dans ma clinique depuis 4 ans. Tristan Banon, quel est votre regard sur ce mouvement? Alors moi, pour le coup, je ne serais pas aussi radicale dans l'anti-radicalité. D'abord, je pense qu'il faut différencier MeToo et Balance ton porc.
Balance ton porc, là il y avait de la délation, là il y avait quelque chose de très compliqué. En plus il y avait un registre sémantique qui me posait un problème. MeToo, moi je suis plutôt acquise à MeToo, vraiment. D'abord parce que, alors contrairement à vous, moi aussi j'ai été violée, beaucoup de femmes ont été violées, moi aussi j'ai été violentée. J'aime cette idée de solidarité et cette idée de dire tu n'es pas seul, moi aussi, et de montrer l'ampleur d'un phénomène. Et d'ailleurs, je vais vous dire, en 2011, c'est très exactement ce que j'ai fait. Ça ne s'appelait pas MeToo à l'époque, mais quand Nafissatou Diallo a subi ce qu'elle aurait subi aux États-Unis de la part de Dominique Strauss-Kahn, c'est très exactement ce que j'ai dit. MeToo. Donc oui, voilà. mais ce que dit Sabine Procoré, c'est qu'il y a quand même une hiérarchie dans le grand déballage qu'il y a eu entre un Évidemment. viol, une agression sexuelle, Alors ça, un mauvais regard, une blague salace. Ça, très honnêtement, je l'ai beaucoup plus. On confondait tout. Je suis d'accord, ça, je l'ai beaucoup plus constaté sous le hashtag Balance ton porc que sous le hashtag MeToo. Non. Mais de toute façon, ce sont des dérives que j'ai passé mon temps à pointer, puisque j'écris même dans mon livre qu'il y a un problème de hiérarchie. C'est-à-dire qu'en termes de droit, il y a quelque chose qui existe, qui est la hiérarchie des peines. Selon ce que vous avez fait, vous avez une sanction. Sur les réseaux sociaux, et ça n'est pas que le fait de MeToo, d'ailleurs sur les réseaux sociaux en règle générale, il n'y a plus aucune hiérarchie. On punit de la même façon d'ailleurs un homme politique qui aurait possiblement violé quelqu'un qu'un homme politique qui a piqué 10 € dans la caisse. Il n'y a plus aucune hiérarchie. C'est pareil pour MeToo, c'est pareil pour Balance ton porc, et c'est un vrai souci dont on devrait tous se préoccuper et dont je pense le législateur devrait se préoccuper. On ferme cette parenthèse. Après, sur la tribune de Neuve, j'ai été de celles qui, juste derrière, ont fait une tribune pour défendre précisément Catherine Deneuve qui n'en avait pas besoin, elle n'a pas besoin qu'on la défende. Vous auriez pu la signer, vous, cette tribune, ou pas? Non, parce qu'elle était très mal écrite. Voilà, c'est très exactement ce que j'ai essayé de dire, c'est-à-dire qu'elle était très mal écrite parce qu'elle était très maladroite. Le droit d'importuner, c'est quelque chose que personne décemment ne veut revendiquer. Et je ne pense pas que c'est ce que beaucoup des signataires, dont Catherine Deneuve, ont voulu dire. En revanche, il y avait là quelque chose de très intéressant dans le fait de dénoncer une victimisation excessive de la femme, de la part de femmes qui aussi étaient d'une autre génération et qui disaient « on s'est battu » pour, en gros, avoir le droit d'être l'égal des hommes et de pouvoir leur foutre des baffes s'ils nous cassaient les pieds, on ne comprend pas le fait que vous vouliez qu'ils ne vous approchent plus. Là, il y avait quand même une mésentente parce que c'était pas exactement ce qui était revendiqué. Ce qui était revendiqué, c'était le droit de ne pas avoir besoin de mettre une baffe puisque on n'a pas, à l'origine, à vous toucher les fesses sans vous demander votre avis. Donc voilà, c'est juste mes petites nuances. Alors, à vos nuances. Moi aussi, j'ai des nuances sur ce que vous dites. D'abord, il y avait quelque chose de générationnel, mais pas seulement quand même. Peggy Sastre, qui est une des rédactrices de la Tribune, ce n'est pas une femme de la génération de Catherine Deneuve. Hein, c'est une femme jeune, c'est une jeune femme. Bon, ensuite, je ne dirais pas qu'elle était mal écrite. J'apprécie beaucoup les positions, d'ailleurs. Oui, moi aussi, je suis assez en phase avec ce qu'elle peut dire et ce qu'elle dit souvent très bien. Je ne dirais pas qu'elle était mal écrite, je dirais que elle était maladroite. Elle était maladroite. C'est ce que je voulais dire par mal écrite. Elle était maladroite. Pour moi, elle était surtout en miroir avec les logiques de MeToo, et c'est parce qu'elle était à chaud. C'est pour ça que pour ma part, vous ne l'auriez pas signé non plus. Non, je ne l'aurais pas signé, même si je pensais qu'à chaud comme ça, il fallait prendre un peu de recul. Et puis alors, sur 2 ou 3 points, il y avait 2 choses qui m'ont gênée. D'abord, cette histoire de liberté d'importuner, c'est un peu absurde, parce que qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que je vous disais. Non, mais je ne le dis pas comme vous. Parce que être importuné, c'est le sentiment d'être importuné. Quelqu'un qui vous regarde, qui vous dit dans la rue, mais exactement, et personne ne veut revendiquer ce sentiment. Non, mais je veux dire, on se sent importuné. Maintenant, c'est pas une liberté d'importuner. Parce que quelqu'un qui vous fait une remarque, vous dit vous êtes belle dans la rue, certaines femmes se sentiront importunées, et d'autres non. Donc c'est très subjectif. Donc déjà, ce terme n'allait pas parce que ça renvoie en fait au ressenti. Des personnes alors que moi, ce qui me dérangeait, c'est que je connais peu de personnes qui revendiquent le droit d'être importunées, en fait. C'était très maladroit. Mais c'est absurde. C'était absurde, ça n'avait pas de sens. Et l'autre chose qui me gênait, c'est qu'il y avait quelque chose d'extrêmement abstrait et théorique sur le fait que, je me rappelle plus exactement le passage, mais où il était dit que, en fait, ce qui se passe dans mon corps ne me concerne pas. Dans ma tête, je m'en extrais, etc. Autrement dit, si je subis des choses désagréables, je suis au-dessus de tout ça, c'est quand même un peu gros, un peu fort de café. Demander à quelqu'un dans les geôles de Assad ce qui est au-dessus de son corps, je pense pas qu'il vous dira ça. Donc je pensais que c'était maladroit, si vous voulez, et surtout, c'est ce que je voulais dire par mal écrite, elle était maladroite. C'était pas juste, c'était pas tout à fait au bon endroit, mais c'est pas grave. Ce qui était important, c'est que c'était une autre voie. Et puis c'est la liberté d'expression aussi dans ce pays. Au-delà ce qui était très choquant, la question des femmes, est-ce que ce mouvement pose pas un problème de liberté? Ce qui était très choquant, c'est de voir le déferlement de haine et
de propos contre Catherine Deneuve, dont on a dit qu'elle n'était pas féministe, il est improbable de dire que Catherine Deneuve n'est pas féministe, comme il est improbable de dire qu'Elisabeth Badinter ne l'est pas. Ça, pourtant, tout le monde ne cesse de le dire. Je sais bien, c'est pour ça que je le précise. L'autre chose, je ne suis pas de votre avis sur la différence, la nuance que vous faites entre Balance ton port et MeToo. Pourquoi ? Parce que, d'abord, si vous lisez la tribune d'Erin Terry dans Le Monde, le jour même, le lendemain de Balance ton port, toute la tribune qui s'enthousiasme du chic de Balance ton port, là-dessus nous sommes d'accord que c'est pas très chic, mais bon, peu importe, elle dit moi aussi, nous aussi, nous aussi. C'est-à-dire c'est la logique du moi aussi, et d'ailleurs c'est la volonté de récupérer MeToo, ça jusque-là. Non, la logique le tweet alors que ça intervient avant. Le tweet de il y a eu Harvey Weinstein le 14, dans le New York Times, le 13, le lendemain Balance ton port, et 2 jours après Alyssa Milano. Que ça vient des États-Unis. C'est ce que je vous dis, c'est d'abord Balance ton port, après MeToo. Non, Balance ton port vient avant. Non, Weinstein vient avant. Oui, mais le mouvement vient bien avant, même plusieurs années avant. Oui, mais tout le monde s'en fichait parce que c'était des femmes de ménage noires. Le moment où le mouvement éclate, c'est après que Sandra Muller ait balancé c'est ça. Et ensuite MeToo 2 jours plus tard. Mais enfin, les logiques sont absolument les mêmes dans la manière de qualifier les faits. Et en la limite, pour moi, c'est presque pire le MeToo, parce que ça veut dire tout homme est un agresseur en puissance. Non. Moi aussi, parce que tout homme est un suppôt du patriarcat. Et d'ailleurs, quand on voit les décisions de la Cour d'appel... C'est vous qui faites le sous-texte. Non. J'ai regardé ça de très près. Sabine Procoris, et ensuite Tristan Baron, vous pourrez répondre. Je termine. Quand on regarde les décisions de la Cour d'appel dans les affaires Brion, c'est-à-dire Balance ton port, et Jox, c'est-à-dire une affaire MeToo, on voit bien que les magistrats, évidemment, parlent de la même façon, associent les deux à raison, même si leur motivation est totalement délirante, en cour d'appel pour débouter les plaintes en diffamation, parce que tout ça est mis sous l'égide de ce qui est appelé, et là j'ai des réserves sur cette formule, la libération de la parole. Alors, on rappelle juste, avant de faire une pause, et Tristan Banon vous répondra, l'affaire Brion, effectivement, c'est le premier homme de Balance ton port. visé par Balance ton port. C'est le port numéro 1. Numéro 1, il a gagné en diffamation. Par respect, on l'appellera peut-être pas le port numéro 1. Non, mais c'est lui-même qui m'avait dit qu'il se présentait comme ça. Je sais bien. Avec ironie. Simplement, il a gagné en première instance, et effectivement, il a perdu en appel. La même chose pour Pierre Jox, et en cassation, on pourra y revenir. Ce sont deux affaires très différentes. Tout à l'heure. Tristan Banon, Sabine Procoris, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Le néo-féminisme nous entraîne-t-il tout droit vers la guerre des sexes? Tout de suite, vos réponses en toute vérité, après une courte pause. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Sabine Procoris, auteure du Mirage MeToo aux éditions Le Cherche Midi, et avec Tristan Banon, auteur de La paix des sexes aux éditions de l'Observatoire. On parle de néo-féminisme, on fait le bilan de MeToo, et nos deux invités ne sont pas forcément d'accord. Sabine Procoris, avant la pause, expliquait que MeToo et Balance ton port, c'était la même chose, voire que MeToo était encore plus grave. Tristan Banon, vous souhaitiez lui répondre, parce que vous, même si vous pensez qu'il y a des excès dans ces deux mouvements, vous êtes plus nuancé sur votre appréciation. Beaucoup plus, d'abord, ne serait-ce que sur le champ sémantique. MeToo parle de soi. Moi aussi, j'ai subi ça. Balance ton port demande très clairement à faire de la délation en faisant abstraction totale des tribunaux. C'est-à-dire qu'on prend comme tribunal l'Internet, et on prend à témoin les internautes, et c'est auprès d'eux que se passe le procès, à tel point qu'aujourd'hui, on le voit, que ce soit avec Ibrahim Malouf ou avec d'autres, le jugement des cours n'a presque plus d'importance. Seul ce que le grand public en aura pensé compte, et des hommes qui sont innocentés par la justice restent coupables aux yeux des internets et du grand public. Par ailleurs, il y a quand même quelque chose, vous parliez de l'affaire Brion, alors on va rappeler, parce que c'est ce qu'on disait en antenne, que tout le monde ne connaissait pas forcément les tenants et les aboutissants de cette affaire. Éric Brion est, il y a plusieurs années, patron de la chaîne de télévision spécialisée en équitation Equidia, et quand Sandra Muller, qui l'a croisé à une fête du Midcom, je crois, un marché audiovisuel de la télévision à Cannes, en ayant beaucoup bu et en n'étant pas très 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 classe, il lui a dit il y a quelques années tu es grossante et tout à fait mon genre, je vais te faire jouir toute la nuit. Ils ne sont pas d'accord à savoir si il l'a dit en 2 fois, en 1 fois, mais ils sont tous les deux d'accord sur le fait que le lendemain matin, il ne l'a pas touché, et le lendemain matin, il lui a envoyé un texto en lui disant « Je suis désolé, j'ai pas été très élégant, bon marché ».
sur ça, ils sont d'accord, ils ne sont pas d'accord sur l'ordre des mots. Le problème quand même qu'il faut dire, et j'ai très souvent pris le parti d'Éric Brion dans cette affaire, donc je le dis sans aucun problème, c'est qu'il y avait une plainte en diffamation. Or, qu'il l'ait dit en 2 fois, en 1 fois, oui, séparé... Sur Internet, il n'y avait pas la précision. Elle ne précisait pas les paroles, elle parlait d'agression sexuelle, je crois. Si, elle les précisait. Non, elle précisait les paroles, mais elle a tout mis sur un tweet. On connaît aussi, c'est pas pour la défendre, je dis bien dans mon livre que franchement, c'est quelqu'un dont je ne porte pas les positions dans mon cœur, mais Sandra Muller a aussi les contraintes qu'on connaît tous, des 280 signes pour faire un tweet, donc elle a tout résumé en un tweet, qu'importe. Donc, il l'a attaqué en diffamation, parce que c'est tout ce qu'il avait à sa disposition. Et là, je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant qui devrait tous nous appeler à la réflexion, c'est que ce qui est très choquant dans cette affaire, ça n'est pas la possible diffamation, parce qu'il n'y a pas diffamation, soyons très clairs. On rappelle quand même qu'il a gagné son procès en première instance. Il a perdu en appel, il a perdu en cassation. Sabine Procoris, vous allez étudier le procès, vous pourrez nous répondre sur le jugement. Je l'ai étudié aussi. Mon avis est qu'il n'y a pas diffamation, et que c'est d'ailleurs pour ça qu'il a fini par perdre, parce qu'effectivement, il n'a pas dit les choses comme ça. Mais il a dit exactement ces termes-là. Il les a dit en 2 fois. Et de toute façon, j'ai presque envie de vous dire, ça n'est même pas le débat. Qu'importe la façon dont il les a dites, la réelle question dont on n'a pas de réponse juridique, c'est: existe-t-il une peine pour les cabales disproportionnées lors d'un fait? Ce qui existe, encore une fois, dans un tribunal. Vous pensez que c'est une cabale disproportionnée, une façon de le jeter en pâture? Évidemment, il y a une disproportion de la peine. Et là où je trouve que Sandra Muller est coupable, parce qu'on pourrait penser qu'elle fait son hashtag balance ton porc, elle ne peut pas imaginer ce succès. Ça, je veux même bien lui accorder ce crédit-là. Mais là où elle est coupable, c'est que pendant plus d'1 an, elle entretient la machine, elle remet des pièces dans le jukebox, alors qu'il aurait suffi qu'elle fasse un tweet en disant « Je voulais dénoncer une incivilité, je ne voulais pas que ça en arrive là, laissez Éric Brion tranquille. » Fin de l'histoire. Elle ne fait pas ça. À chaque fois, elle remet des pièces dans le jukebox, et puis elle fait un livre sur balance ton porc, et puis elle va sur les plateaux expliquer qu'Éric Brion l'a traumatisé pour lui avoir dit ces quelques mots. Là, il y a un vrai souci. Mais le problème, c'est que juridiquement, il n'y a pas de peine qui existe pour ça. Et ça, c'est une question qu'on devrait tous se poser, parce que c'est le fait d'Internet, et c'est le gros problème d'Internet. Ce sont ces cabales qui sont disproportionnées par rapport à des faits qui appellent éventuellement une baffe, au pire à n'en avoir rien à faire, et... Bon, il l'a pas touché. Après tout, puisqu'il y a une forme d'égalité homme-femme, oui, elle pouvait lui répondre. Elle pouvait lui donner une baffe. C'était grossier, c'était maladroit, c'était goujat, c'était ce qu'on veut, mais ce sont jamais que des mots balancés dans une assemblée où il y avait du monde. Il n'est pas son supérieur hiérarchique. C'est très important parce que ça a beaucoup été dit. C'est pour ça qu'il y a diffamation, parce qu'elle a accusé de harcèlement et de harcèlement sexuel, ce qui est faux. Ça, c'est une diffamation, c'est-à-dire ça a été tout à fait bien dit dans le jugement en première instance. C'est pas elle qui a tenu ces propos-là. Elle a laissé dire harcèlement. Non, pas du tout. J'ai étudié le procès. Elle a parlé de harcèlement sexuel. C'était dans le procès. C'est pour ça qu'il a gagné en première instance et qu'elle a dû payer des dommages et intérêts. Ensuite, elle a fait appel. Et effectivement, ensuite, elle n'a cessé de remettre des pièces dans la machine. Évidemment qu'elle l'a fait. Et j'ai lu son livre. Enfin, si on peut appeler ça un livre, Balance ton porc. Elle parle quand même à propos de ça et de son histoire de balance ton porc et de ses phrases, etc., que c'est formidable parce qu'on va enfin réduire les tortionnaires en cendres. Non, mais son livre est complètement condamnable. Son livre est complètement condamnable. Moi, je parle juste de... Je termine. On fait pas le procès du livre. On va pas refaire le procès Brion. En plus, son livre était mal écrit. Simplement pour illustrer le débat, terminer là-dessus. Oui, c'est ça. Et quant à ce que votre distinction entre balance ton porc et MeToo, c'est pas vrai. Il y a tous les jours, on voit MeToo Théâtre, par exemple. Vous avez vu MeToo Théâtre ? Moi non, mais vous allez nous expliquer ce que c'est. C'est-à-dire là, récemment, il y a MeToo Inceste, MeToo Gay, MeToo Théâtre. Mais ça, ce sont les excès, justement. Mais non, c'est pas les excès, c'est les suites logiques. Ce sont les suites nécessaires. Et MeToo Théâtre, donc là, récemment, il y a eu les Molières, vous savez. D'ailleurs, ce ne sont pas forcément des excès, il y a des choses qui sont dénoncées, qui sont intéressantes à entendre. Ce n'est pas ainsi que ça doit se passer, je suis désolée. Et il y a, à MeToo Théâtre, les activistes emmenés par Adèle Haenel, tiens, comme par hasard, et Alice Coffin, tiens, c'est étrange, sont arrivés devant l'endroit où il y avait la cérémonie. Elle voulait faire une déclaration à l'intérieur. Jean-Marc Dumontel leur avait proposé de faire une déclaration. Et il a dit non finalement parce qu'elle disait il y a des violeurs dans la salle.
Donc il leur a dit écoutez, non. Et il avait bien raison de refuser. Et donc ensuite, elles étaient à la porte en train de dire il y a des violeurs dans la salle, etc. Oui, mais etc. vous ne parlez que d'une radicalité. Mais dans ces mouvements, il y a aussi des choses qui ont été juste des logiques qui ont été démontées. C'était important de les démonter. Adèle Haenel et Alice Coffin ne sont pas elles ne sont pas le mouvement. Mais pardon, elles sont les radicales et les extrémistes de ce mouvement. Ce que vous ne voyez pas, je pense, c'est que cette radicalité, elle est l'ADN du mouvement et que ensuite le reste suit. Non, donc c'est même une suite logique. Et qu'elle soit, pour moi, cette radicalité est une instrumentalisation et un dévoiement du mouvement. Non, je pense au contraire que c'est l'ADN du mouvement. Et d'ailleurs, on le voit dans la manière dont ça infuse dans les esprits, dans ça. Par exemple, avec l'idée de culture du viol, continuum des violences sexuelles et sexistes. Tout ça est un dévoiement du mouvement. Mais ce n'est pas un dévoiement. Et une instrumentalisation du mouvement. On n'arrivera pas à vous mettre d'accord là-dessus. Ce n'est pas un dévoiement. J'aimerais qu'on continue. C'est l'ADN du mouvement. Parce qu'il y a peut-être un point sur lequel vous êtes d'accord et que vous allez vous rejoindre. C'est quand même, quand on lit vos livres, vous dites toutes les deux que ça s'inscrit quand même ce mouvement dans une espèce de logique victimaire absolue. Tout à fait. C'est peut-être ce que veut dire Sabine Procoris en disant que dans l'ADN du mouvement, de celles qui l'ont lancé au départ, il y avait beaucoup plus qu'une volonté de libérer la parole des femmes et peut-être une volonté de régler des comptes avec des hommes. C'est lié aussi à la théorie du genre, c'est ce que vous expliquez, Sabine Procoris. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et Tristan Banon, vous répondrez. Alors oui, bien sûr. La position d'identité victime naturellement, mais ça c'est pas propre simplement à la question féministe. On le voit avec la question des racisés, etc. Il y a un bon livre de Laurent Dubreuil publié chez Gallimard dans la collection Débat qui s'appelle La dictature des identités. Et c'est exactement de ça. Mais le livre de Dubreuil est beaucoup plus articulé, si vous voulez. Il est très bien le livre de Rachel Kahn, mais il est moins articulé que ce que fait Laurent Dubreuil, qui démontre très bien qu'est-ce que c'est que cette histoire d'identité victime. C'est-à-dire, c'est effectivement l'identité bancable aujourd'hui, on va dire ça comme ça. Donc ça concerne le féminisme et qui est un féministe d'ailleurs qui se dit intersectionnel, avec quelques petits problèmes. Vous avez vu ce qui s'est passé dans le collectif 50-50 du cinéma français, où une actrice racisée, puisqu'au début on ne savait pas, mais après ça a été justement balancé dans la presse, a accusé une productrice blanche, et évidemment représentante du patriarcat, etc., de l'avoir agressée sexuellement. Elle a porté plainte. À l'entendre ces déclarations, on aurait dit que vraiment toute la soldatesque russe lui était passée sur le corps à bout de chat. Elle vomissait tous les jours, etc. Et ce qui était extraordinaire, c'est la phrase de l'accusé qui dit à la fois « je ne remettrai certainement pas en cause ta parole », mais qui nie les allégations. Alors la schizophrénie, là, elle est maximale. Bon. Ça, c'est une chose. Maintenant, ce qui est surprenant dans cette affaire, c'est qu'elle aurait été violée devant 35 personnes dans un appartement de 30 mètres carrés. Non, mais juste pour expliquer, parce que les gens ne savent pas de quoi vous parlez. C'est ça ce que je voulais dire. Je termine. Je termine sur la question justement du genre et du problème, le problème fondamental avec la logique MeToo, si vous voulez, c'est celle du récit. Adèle Haenel sur Mediapart, elle nous disait quoi? Il nous faut des nouveaux récits. Et qu'est-ce que c'est les récits? Les récits, ce sont des façons, non pas une façon de relater les faits qui sont extérieurs à ce qu'on dit. On peut mentir d'ailleurs, on peut biaiser, mais il y a quand même l'idée qu'il y a une réalité extérieure. Ce n'est pas non plus une fiction dont on sait qu'elle est une fiction et qui peut d'ailleurs très bien nous parler de la réalité. Vous voyez Balzac, il nous parle très bien de la société. Mais on sait qu'on est dans la fiction. Non, les récits, ce sont ce qui engendre performativement, c'est-à-dire par quelque chose qui est l'équivalent de Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, par une puissance du verbe, la réalité. À partir de là où on est dans une logique des récits, c'est bien entendu quelque chose où il s'agira qu'un récit féministe, donc le credo étant victime, on vous croit, repris, et la honte doit changer de camp, etc., repris par le président de la République lui-même. On se demande comment. Malheureusement, c'est pas victime, on vous croit, c'est femme, on vous croit. Non, mais là, c'est victime, on vous croit. Non, femme, vous êtes victime. Non, femme. Parce que les victimes, bien sûr. Quand on sait que quelqu'un est victime, on a toute raison de le croire, mais on ne le sait pas. Donc c'est femme, on vous croit qui pose problème. Le slogan, c'est victime, on vous croit, pardon. C'est le slogan des colleuses. Et c'est le slogan qu'a repris Emmanuel Macron. Tristan Banon, vous avez 30 secondes, mais vous pourrez répondre plus largement. Vous pourrez dire ce qui s'est passé avec le collectif 50-50. On va laisser sur le collectif. On a à peu près compris, mais est-ce que on est dans une logique de déconstruction absolue ou est-ce que c'est une dérive pour vous?
Pour moi, c'est une dérive et pour moi, c'est un retour en arrière surtout. Et au-delà de toutes ces théories plus ou moins pompeuses, fumeuses de part et d'autre, radicales d'un côté et radicales de l'autre, le risque, il est très exactement de ramener la femme à ce qu'elle s'était vertuée de se libérer depuis des dizaines, des cinquantaines et des centaines d'années. C'est-à-dire que le combat féministe, humaniste, universaliste de la femme depuis des années et des années, ça a été de dire: je ne suis pas qu'une femme, je ne suis pas victime de l'homme, je suis l'égale de l'homme et je suis des pensées, des actes, des paroles et des réflexions. Et elle y arrivait de mieux en mieux avec des problèmes qui restaient et qui demeurent encore aujourd'hui. Il y a des problèmes de plafond de verre, il y a beaucoup de problèmes. Néanmoins, la réinscrire de nouveau dans un statut victimaire dont on ne la sort pas en glorifiant ce statut, parce qu'on dit tu es une victime et c'est merveilleux et on te croit et tu mérites le respect absolu. Moi, j'étais pour le respect envers les plaignantes. Je ne suis pas pour la sacralisation de la femme en tant que victime. Tristan Banon, Savine Procoris, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Comment réconcilier les hommes et les femmes et parvenir à la paix des sexes? Les réponses de Tristan Banon et Sabine Procoris en toute vérité sur Sud Radio après une courte pause. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio en toute vérité avec Tristan Banon, auteur de La paix des sexes aux éditions de l'Observatoire, et avec Sabine Procoris, auteur du Mirage MeToo aux éditions Le Cherche Midi. On fait un peu le bilan de MeToo. On est revenu sur la question des violences conjugales à travers l'affaire Amber Heard, Johnny Depp. Vous n'étiez pas d'accord sur le mouvement MeToo. Sabine Procoris, vous considérez que c'est un mouvement vicié depuis le départ. Tristan Banon est plus nuancée, même si elle reconnaît de nombreuses dérives. Moi, ce qui me surprend aussi dans ce mouvement, c'est qu'il me semble à géométrie variable. Tristan Banon, on a l'impression que le mâle blanc est coupable, hétérosexuel est coupable par essence, que les minorités sont victimes et parfois même qu'on ne peut pas dénoncer les violences que subissent, je pense aux femmes dans les banlieues, à ce qui se passe dans d'autres pays qui sont, à mon avis, quand même beaucoup plus patriarcaux, comme l'Afghanistan par exemple. Oui. On n'entend pas beaucoup les néo-féministes là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de ce deux poids deux mesures? Tout à fait. Moi, je dis toujours, je peux discuter avec tout genre de féministes, les woke, les moins woke, tout ce qu'on veut. J'ai beaucoup de mal avec les intersectionnels et c'est celle-là en fait dont vous parlez. Alors il faut expliquer parce que tout le monde n'est pas très habitué à ce nouveau langage. Et c'est assez intéressant d'ailleurs de le savoir. Toute dictature, quand elle arrive, impose un langage. Fermons la parenthèse. L'intersectionnalité, c'est de se dire qu'il existe plusieurs sortes de victimes, celles victimes de racisme, celles victimes d'homophobie, celles victimes de grossophobie, qu'importe, et celles victimes de sexisme, et que toutes ensemble, on se doit se tenir la main. Pourquoi ça me pose un gros problème? Parce que le problème, c'est que faites-vous quand vous êtes une femme, donc victime potentiellement de sexisme, violée tout d'un coup par un homme qui tomberait dans l'une des cases victimaires. Imaginons-le, noir ou... On a eu l'exemple avec les viols de Cologne en Allemagne. On a eu l'exemple avec les viols de Cologne. Et qui ont mis beaucoup de temps à être dénoncés. Et d'ailleurs, les néo-féministes, on ne les a toujours pas entendus. On les a toujours pas entendus. On a eu l'exemple aussi avec des rappeurs, je ne sais même plus comment on peut dire, parce que c'est compliqué, mais en tout cas, venant pour les uns de banlieue, donc potentiellement ayant moins de chances dans la vie de réussir, donc tombant dans une case victimaire, étant d'origine maghrébine pour d'autres. Tout cela, ils sont passés sous silence par des féministes qui pourtant sont vent debout quand il s'agit d'un potentiel violeur, en tout cas présumé innocent et accusé, qui serait blanc, cisgenre, de plus de 50 ans. Et là, on ne les entend pas. Et là, ça me pose un problème, parce qu'effectivement, c'est ce que vous disiez, c'est une dénonciation à géométrie variable. C'est, on ne s'attaque qu'aux blancs de plus de 50 ans, cisgenre, qui représenterait comme ça un patriarcat systémique, institutionnalisé, fantasmé selon moi, parce que si la France est un pays patriarcal, alors qu'est-ce que l'Afghanistan? Alors qu'est-ce que le Cameroun? Et ça, c'est assez dangereux. Et juste en quelques secondes, pour finir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur l'enfermement victimaire, je trouve complètement dommage qu'en 2022, on ne nous donne à voir et on héroïse uniquement des victimes et en revanche, les grandes réussites féminines, parce qu'il y en a énormément dans le domaine des affaires, du CAC 40, du spectacle. Bon, finalement, c'est pas celle qu'on nous donne à voir en modèle. Le modèle, maintenant, ce sont des femmes qui dénoncent des violences sexuelles. C'est pas une fin en soi de dénoncer une violence sexuelle, c'est un moment de la vie, un accident de la vie que l'on tente de réparer comme on peut.
Oui, je partage tout à fait ce que vous dites et j'ajouterais sur la question de la de géométrie variable. Bien sûr que c'est le mâle blanc occidental, etc. Pourquoi ? Parce que tout cela, toute cette vision intersectionnelle qui nous dit quand même que, par exemple, Judith Butler qui nous explique que le féminisme de Simone de Beauvoir est un féminisme blanc parce qu'il est universaliste. Voyez, qu'est-ce que ça veut dire universaliste chez Simone de Beauvoir ? Ça veut dire que les femmes, où qu'elles se trouvent, dans quelque société qu'elles se trouvent, en Occident ou ailleurs, en Afghanistan, mettons, sont fondées à se révolter, à se chercher à s'émanciper de la tutelle ou de l'oppression des hommes dans des sociétés qui sont, pour certaines, qui ont des traits patriarcaux ou qui sont vraiment tout à fait patriarcales. Dire pour l'Afghanistan ultra patriarcal, justement sur l'Afghanistan, qu'avait écrit Judith Butler il y a 20 ans au moment du premier régime taliban, que les Afghanes qui pendant le régime taliban voulaient ne pas mettre de burqa étaient des complices du préjugé culturel occidental. Parce que en réalité, le patriarcat, c'était pas patriarcal, ou alors il était importé par l'Occident. C'est-à-dire le patriarcat c'est l'hétéropatriarcal occidental, c'est purement occidental, ce qui est quand même totalement hors sol. Et moi, ce que je reproche à ce féminisme-là, c'est justement à quel point il est hors sol. À part le fait qu'il est à géométrie variable, il est hors sol. Justement, hors sol, à géométrie variable, vous me disiez pendant la pause que MeToo, on n'en trouve pas beaucoup chez les caissières. Est-ce que c'est un mouvement de classe aussi ? En tout cas, c'est un mouvement qui... Je n'ai pas trouvé de MeToo caissière jusqu'à présent. Je ne sais pas si ça a eu des bons effets. C'est possible, hein, dans un certain nombre d'entreprises, je ne sais pas, au Carrefour, les caissières qui sont harcelées par leur chef de rayon. Je ne sais pas. Je pense que ça reste très compliqué pour un certain nombre de femmes qui n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Moi, ce qui m'a frappé, si vous voulez, avec MeToo, notamment c'est parti des États-Unis et du milieu du cinéma, c'est quand même l'extraordinaire glamourisation de la victimitude. Et on le voit, il y a MeToo média, MeToo politique, MeToo théâtre, MeToo édition, MeToo, tout ça c'est autour de figures, qui aussi, et on le voit, pour revenir à Johnny Depp et Amber Heard, qui au fond excitent, je dirais, quelque chose du voyeurisme général, puisque tout ça se passe sur les réseaux sociaux, mais aussi la plupart des grands médias emboîtent le pas avec bonheur. Christiane Bannon, vous partagez cet avis ? Oui et non. Oui, c'est vrai que j'ai pas non plus trouvé une MeToo caissière. J'ai cherché aussi parce que j'ai souvent parlé des caissières qui sont tout autant victimes que les autres de harcèlement, de sexisme, voire même plus, parce que très souvent c'est des caissières et des hommes qui dirigent les magasins, et il y a un vrai lien hiérarchique. Une sécurité économique qui est quand même moindre dans certains milieux que dans d'autres. Après, moi je pense que ce qui est délétère pour en fait les violentés du quotidien, pour les parce qu'il n'y a pas que les caissières, non mais je dis ça mais bien sûr. Je pense que ce qui est délétère, c'est justement d'assister, de voir en spectacle cette espèce de schématisation que font des féministes très extrémistes, qui est de dire globalement, vous n'avez que nous comme rempart, donc vous n'avez que des hashtags sur Internet, parce que l'État est contre vous, parce que la justice est contre vous, et parce que toute la structure de la société qui vous entoure est patriarcale. Je trouve ça absolument dramatique, parce que je me mets dans la tête de celle que j'ai été d'ailleurs. On a tous fait des petits boulots, de la caissière, de la babysitter ou tout autre métier, de la vendeuse. Et je me dis, s'il m'arrive quelque chose, où vais-je trouver le courage et la force d'aller porter plainte et d'aller obtenir réparation pour passer petit à petit à une autre étape de ma vie, avec toutes les difficultés que ça comporte. Et en fait, elles les entretiennent finalement dans un état victimaire éternel, et ça, je trouve ça absolument atroce. Je dis souvent à ces femmes et à ces féministes, est-ce que vous vous rendez compte de la conséquence de vos propos sur celles qui vous écoutent ? C'est absolument honteux. Sabine Procoris, Christiane Bannon, on arrive à la fin de cette émission. Une dernière question pour vous deux. À vous entendre, on est quand même dans un climat délétère, notamment entre les hommes et les femmes. Donc comment, dans ce climat, on évite la guerre des sexes, et peut-être parvient-on malgré tout à retrouver ou à trouver la paix des sexes ? Sabine Procoris. Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. Et si on revient à la question de départ des violences conjugales, vous voyez bien comment, c'est une question très importante évidemment, mais d'abord il faut savoir de quoi on parle. C'est
du harcèlement quotidien, des insultes, etc., ou des coups et blessures, voire plus, il faut quand même savoir que à partir du moment où on considère que c'est le patriarcat, on perd complètement de vue d'abord ce qui se passe entre les couples de même sexe. Quand même, c'est pas mieux du tout, c'est la même chose. Et puis aussi une proportion non négligeable, pas anecdotique du tout, d'hommes sont extrêmement maltraités par leurs compagnes. Ils ont été le Grenelle des violences conjugales n'a pas pris ça en compte. Or, dans la réalité, pourtant, c'est le cas. Certes, mais il y a peut-être une différence physique qui fait que les hommes peuvent être maltraités. Il y a beaucoup de violences psychiques. Il y a énormément de violences psychiques dans ces cas-là. De la part des femmes, mais il y a aussi de la violence physique. C'est pas du tout anecdotique. J'en parlais avec une avocate. Il y a des hommes qui arrivent avec une... Parce que souvent... C'est 10%. C'est 10%. Non, c'est pas 10%, c'est plus que ça. Les chiffres donnent 10%. Non, ce que disait cette avocate, c'est plus que ça. Mais c'est pas rien. Attention, ce que je veux dire, c'est que c'est pas rien. Mais 10%, c'est quelque chose. Et c'est aussi qu'un certain nombre d'hommes, moi j'en ai eu dans ma clinique, se font agresser physiquement par une femme, mais ils n'osent pas répondre. Parce que, d'abord, ils sont des hommes, ils sont plus forts, et puis... On ne juge pas de la même façon une femme qui agresse un homme et un homme qui agresse une femme. Donc c'est quand même, il faudrait aussi déplier tout ça. De fait, c'est très compliqué et je pense que dès lors qu'on essaye de penser les choses par des slogans, on ne traite aucun problème. Tristan Banon, voilà, pour finir, alors moi, même question, comment on sort de cette ambiance délétère où ça n'a pas été dit, mais on peut penser aussi que certains hommes ne vont plus oser s'adresser à des femmes comme ils l'auraient fait auparavant. J'en rencontre et dans les sociétés qui n'osent pas prendre des ascenseurs en même temps qu'une femme s'ils sont seuls, qui n'osent pas leur toucher l'épaule alors qu'ils sont dans des services sportifs de médias et que c'était la coutume. Selon moi, comment on en sort par deux moyens, la parole et l'éducation. En fait, on apprend tout petit à l'école l'égalité aux enfants, aux garçons comme aux filles, l'entente de l'autre, l'appréhension de soi, l'appréhension de l'autre, le rapport entre les deux, le respect, l'écoute. Et je pense que pour être allé un petit peu, pas encore partout dans le monde, mais à beaucoup d'endroits, voir ce qui s'y passait en termes d'égalité, tout part toujours de l'éducation et la parole et l'échange. Il m'est arrivé, il n'y a pas si longtemps que ça, et je tairai les noms parce que ce sont des gens connus, entre une jeune femme qui avait accusé de viol dans une sous emprise, on va dire, un homme, juste en discutant avec l'un et avec l'autre, de voir que c'était beaucoup des histoires de perception. Et la discussion changera beaucoup de choses et l'éducation. Merci Tristan Banon, merci Sabine Procoré. J'étais ravi de vous recevoir dans En toute vérité. C'était passionnant. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Après une courte pause, les informations.